Bonjour Clémentine. Bonjour Laura. Clémentine, merci d'être au micro de Legend Ladies aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Est-ce que tu aimes bien cet exercice dans ce canapé très moelleux? Ouais, très moelleux. Je suis très bien. On s'enfonce dans le canapé. Est-ce que tu aimes bien cet exercice d'être de l'autre côté du micro? Alors, dire que je l'aime, ce serait un grand mot. En tout cas, je m'y prête de temps en temps, avec plaisir, avec des femmes qui m'inspirent aussi. Donc voilà, je suis ravie d'être là. Chacune de mes interventions est choisie. Je regardais parce qu'en 8 ans que tu as lancé Bliss, à peu près 8 ans, c'est ça? Tu l'as fait, mais pas tant que ça, non, pas tant que ça. En réalité. Hein. Mais moi, tu sais, j'ai lancé un podcast pour faire parler les autres. J'ai compris. Donc, oui. en fait, parler de moi, c'était pas le propos. C'est pas ton exercice favori, mais c'est généreux de le faire aussi parce que je pense que ça nourrit autre chose et c'est toujours intéressant. En tous les cas, je suis très heureuse que tu sois avec nous aujourd'hui. Je suis ravie aussi. Alors, la tradition sur Legend Ladies, c'est de pouvoir parler de toi, mais notamment nous disant comment tu as grandi. Sachant que, spoiler pour celles ou ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je crois que c'est l'épisode 300 de Bliss Stories. Il y a un très très bel épisode avec ta maman. Oui. Qui a vraiment l'air d'être une femme extraordinaire, franchement. Il faut lui dire, parce qu'elle elle ne le sait pas. Mais oui, parce qu'on s'aperçoit en plus que tu as dû, a priori, la convaincre. C'était un travail de longue haleine de la faire venir au micro de Bliss. Vraiment. Oui, effectivement, il y a une petite régularité d'ouverture sur ma vie perso et ma vie familiale dans les épisodes, puisque la communauté d'auditrices me les réclame. Donc, il y a eu l'épisode 100, oui, c'était mon histoire. L'épisode 200, c'était l'histoire de mes sœurs jumelles. Et l'épisode 300, c'était l'épisode avec ma maman. Donc voilà, c'est des petits rendez-vous comme ça. Et c'est très beau de vous entendre. Et évidemment, ça nous éclaire quand même pas mal sur ton enfance. Dis-moi quelle mère tu as eue, je te dirai quelle femme tu es. Exactement. En tout cas, quelle mère je ne connaissais pas dans ce sens-là. C'est beaucoup ça quand même. Hein. En tous les cas, ça nous en dit pas mal, mais je veux bien t'écouter sur comment tu as grandi, quel genre de petite fille t'étais, quelle éducation tu as reçue. Alors moi, j'ai eu une éducation de la confiance. C'est l'éducation du réservoir d'amour et de confiance rempli à ras-bord en permanence. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai grandi dans une famille très, très aimante, très soudée, qui l'est toujours d'ailleurs beaucoup, avec des parents jeunes, puisque je suis l'aînée de 4 enfants. Donc j'ai eu des parents qui avaient 25 ans, tu vois. Et ce ne sont pas les mêmes parents que ceux qu'ont eu mes sœurs, qui sont arrivés 10 ans après moi. Et c'est important parce que c'est vrai que les parents n'ont pas la même énergie, ni le même... Bien sûr. Voilà, probablement le même émerveillement face à un enfant quand c'est le premier. Et ton frère est au milieu ? Et voilà, j'ai un petit frère, il n'aime pas quand je dis ça. On a 2 ans et demi d'écart, donc on est quand même très rapprochés. Et mes parents ont voulu faire le petit 3e 10 ans après et elles sont arrivées à 2, ce qui était quand même le plus beau cadeau qu'ils pouvaient nous faire. Et donc, on est toujours 4 et ça nous a... on a formé vraiment une équipe à 4 dès le départ. Cette fratrie, elle est centrale dans ma construction de vie et dans mon évolution de femme et de mère, d'amie que je suis aujourd'hui, je pense. Et avec le recul, est-ce que moi je m'interroge, comme j'ai 2 jeunes enfants, comme je te disais, est-ce que tes parents ont fait des choses vraiment pour nourrir cette fratrie? Énormément. Les liens entre vous 4 ou c'était... Énormément. D'accord. Du genre quoi, par exemple? Du genre, déjà, notre maman était... elle était animatrice télé, mais elle bossait 1 jour par semaine, donc elle était beaucoup avec nous. Notre père était, puisqu'il est à la retraite maintenant, réalisateur de télévision, donc pareil, il arrivait en fait à prioriser ses moments de tournage et à consacrer vraiment l'intégralité des vacances scolaires à sa famille. Donc en fait, on a eu beaucoup nos parents avec nous et c'était leur priorité. Je te dis pas qu'ils ont eu raison de nous mettre en priorité, en tout cas c'était leur choix. D'ailleurs, mes parents ont assez peu de vie amicale, sociale. Leur vie, leur kiff, c'est d'être avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, avec eux, leurs frères et sœurs et leurs neveux et nièces. Donc, on a beaucoup grandi avec nos oncles, nos tantes et nos cousins. On est sur un schéma de tribu, de clan. On aura compris. Quel genre de petite fille t'étais, toi, de personnalité? Le fait d'être l'aînée, forcément, ça a dû te responsabiliser. Oui. Mais la petite Clémentine ou même l'adolescente que tu devenais, quel genre de personnalité t'avais? Écoute, ma mère te dirait que la femme que je suis aujourd'hui était vraiment
très, très loin de la petite fille que j'étais. Et elle me dit toujours, c'est vraiment improbable quand je te vois sur scène. C'est vraiment, genre, elle dit d'ailleurs, elle peut dire ce genre de phrase, je n'aurais vraiment pas misé sur toi. Heureusement que ton réservoir de confiance est rempli. Non, mais elle le dit vraiment de manière tellement sincère, genre, vraiment, on ne pouvait pas deviner que je serais une femme plutôt sur le devant de la... Oui, mais bon, c'est arrivé après. À la base, je te rappelle que j'étais quand même planquée derrière mon micro. Mais c'est vrai que j'étais une petite fille qui était plutôt introvertie qu'extravertie, plutôt à s'excuser d'être là qu'à s'imposer, qui n'osait absolument pas prendre la parole en public. Jamais, jamais, jamais. C'était vraiment le pire que tu pouvais me demander. C'était de réciter un poème en classe. Enfin, vraiment, c'était mon cauchemar. Donc, je ne suis pas de celles à qui on mettait des appréciations genre très bonne à l'oral, quelle présence en classe, forte personnalité, leaduse de... Pas du tout. Pas du tout. Voilà, donc j'ai eu une scolarité assez tranquille, moyenne, des copines, mais pas d'éclat, une adolescence cool, mais pas de rébellion. Enfin, j'étais un peu la petite fille et l'adolescente sans histoire. Et équilibrée et plutôt épanouie, très finalement, équilibrée, avec par un ailleurs. socle familial et très une fratrie Ah oui, oui. importante. J'étais, tu vois, j'étais là, j'étais bien, j'étais ancrée, j'avais pas de... Je me torturais pas la tête. Pas eu de crise d'ado terrible. Non, et est-ce qu'avec le recul, il y a un ou des événements de ton enfance, de ton adolescence, où tu te dis, ça quand même, ça a façonné la femme que je suis devenue plus tard? Les premiers cours de théâtre que j'ai pris ado, ça m'a... Pourquoi tu as eu envie d'aller au théâtre? Pour contrer justement cette timidité, cette intériorité? Non, pour être avec mes potes, en fait. On a formé, on s'est, disons, regroupés pour faire une troupe de théâtre et on écrivait nos pièces, on les mettait en scène et on les jouait. Mais c'était plutôt un prétexte pour se retrouver plusieurs fois par semaine après les cours. Sympa. Et en fait, c'était un groupe qui s'est formé en primaire et qui s'est prolongé au collège, et qui s'est prolongé au lycée. Donc ça aussi, en termes de socle et de refuge et de safe place, c'était extrêmement précieux. Extrêmement. Et d'ailleurs, on est toujours en lien aujourd'hui. C'est vraiment des gens... Enfin, tu vois, que je pourrais rappeler dans 10 ans, on se revoit toujours comme les amis qu'on était enfants. Et ça, voilà, j'ai des bandes comme ça, familiales et amicales, qui sont mes piliers, qui sont des piliers, ouais. Et ma bande d'amis aujourd'hui, c'est celle que j'avais aussi il y a 20 ans. Enfin, voilà. C'est des repères comme ça qui sont très, très importants pour moi. Ouais, qui te permettent de rester ancrée. Ouais. Donc, tu es finalement une élève plutôt moyenne. Raconte-nous comment, alors un peu en coup d'accélérateur, mais comment après tes études, tu rentres dans la vie active jusqu'à, on le verra, devenir directrice de casting chez TF1. Quels sont tes premiers pas dans la vie d'adulte, dans la vie active notamment? Eh bien, c'est très simple. J'ai fait une école de cinéma que je n'ai pas terminée, qui s'appelle l'ESRA d'ailleurs toujours. Sous l'impulsion de ton père qui était réel? Alors moi, je ne voulais pas être pistonnée. D'accord. Donc ça, c'était mon truc. Indépendance. Parce que donc avec 2 parents en télé, moi j'étais vraiment une enfant de la télé. J'ai passé toute mon enfance sur des plateaux de télé, sur les tournages, avec les techniciens, les machins. Je voyais ma mère sous les projecteurs, puisqu'elle était à l'antenne, mon père en régie, enfin tu vois, donc c'était un milieu très familier pour moi. C'est comme si toi, tu allais au bureau de papa et maman. Moi, j'allais sur des tournages. Donc ça, c'était trop facile presque. Je voulais rester dans le côté tournage, production audiovisuelle, mais je voulais faire du cinéma. Et donc, je me suis débrouillée pour faire des stages et pour démarrer vraiment stagiaire régie, qui est vraiment le poste le plus accessible et le plus simple, entre guillemets, pour rentrer dans une équipe de tournage. Et j'ai gravi les échelons au sein de l'équipe de tournage. Donc, j'ai commencé stagiaire régie. Après, je suis passée dans l'équipe mise en scène. J'étais stagiaire mise en scène. Et après, je suis passée assistante mise en scène. Donc, assistante mise en scène, t'es assistante des réalisateurs sur les tournages. Et donc, j'ai fait de la fiction, moi, beaucoup de téléfilms et de longs métrages avec des équipes formidables de réalisateurs, de réalisatrices et de comédiens et de comédiennes
que j'adorerais côtoyer, avec qui c'était vraiment à chaque fois une espèce de colonie de vacances pendant 1 mois, 2 mois de tournage. Tu retrouvais l'ambiance de ta troupe de théâtre d'ado, quoi, d'enfance. Oui, et de la famille aussi. Ouais, le ouais, côté, pendant 1 mois, on est une famille, on est les meilleurs amis du monde, on est hyper soudés, et puis on est au service d'un projet collectif, d'une œuvre collective, qu'elle soit, que ce soit le petit téléfilm du dimanche soir ou le long métrage qui va sortir et qui va faire des millions d'entrées. C'est la même énergie, c'est le même investissement et c'est le même attachement aussi entre les gens. Tu vois, il y a un truc vraiment comme ça, un peu de colo que j'aime reproduire, que j'ai aimé reproduire et que j'aime toujours reproduire dans ma vie pro. Donc ça, c'était mes années, disons, cinéma. Et puis, à la fin de ces années cinéma, j'ai rencontré le père de mes enfants. Donc, je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai trouvé le bon. Maintenant, je vais arrêter les tournages. Là, t'avais quel âge à peu près? Sinon, ça va être un carnage. Ouais, ça va être compliqué. J'avais 25 ans. OK. Et tu disais, t'as commencé une école que t'as pas finie? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler. Ah, d'accord. Et si tu veux, je me suis rendu compte que j'apprenais 10 fois plus en 2 mois de tournage qu'en 1 an d'école. Comme c'était une école privée qui coûtait un peu d'argent à mes parents, je leur ai dit, franchement, vous emmerdez pas, je vais en fait rentrer directement dans la vie active. Plutôt audacieux, parce que le côté un peu sans diplôme, ça les a pas fait flipper, et toi pas non du plus. tout. Mais tu sais, mes parents, intermittents du spectacle, famille d'intermittents. Donc en fait, quand leur fille leur a dit, moi aussi, je vais cumuler des heures et être intermittente, ça les a pas fait flipper. Mais encore une fois, la confiance. Bien sûr. Ils avaient confiance en moi. Donc ils m'ont dit, vas-y, trace ta route. Si c'est ce que tu penses être bien pour toi, on te suit. Donc tu rencontres le père de tes enfants. Donc voilà, je rencontre le père de mes enfants à 25 ans. Et là, effectivement, j'ai fait un peu moins de tournage. Et surtout, je voulais me sédentariser un peu pour éventuellement fonder une famille. Enfin, c'était quand même l'idée. Bon, j'ai fait un peu de prod à ce moment-là. Je suis partie à New York habiter pendant 1 an. Au tout début de notre histoire, donc on faisait un peu des allers-retours. Il y avait la question de est-ce que je reste à New York ou pas, et puis finalement, encore une fois, la famille m'appelait et je me disais mais comment je pourrais pas habiter trop loin d'eux. Donc je suis rentrée à Paris et là j'ai commencé à bosser en production télé plutôt. D'accord. Et c'est là qu'on a eu nos enfants, puisque j'ai eu Pablo non, c'était après, attends, que je refasse le film. Donc, non, j'ai eu Pablo, j'avais 32 ans. Et là, je bossais en télé. Ah, donc ça faisait quand même 7 ans que vous étiez ensemble? Oui, finalement, ça faisait 7 ans. Oui, on n'a pas du tout fait des enfants tout de suite. On s'est donné le temps de kiffer, de bosser beaucoup aussi, parce que lui, lui est décorateur de cinéma. Donc, est toujours décorateur de cinéma. Donc, lui, sa vie professionnelle est rythmée par les tournages. Et c'est un passionné. Donc, voilà, on se nourrissait aussi tous les deux de notre métier passion. Et vous étiez tous les deux intermittents? Tous les deux, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, il n'était pas question de signer un CDI. Pour nous, c'était les gens qui étaient en CDI, limite, on était là genre, les pauvres quoi, d'être tous les jours dans le même bureau avec les mêmes collègues, mais la tristesse, tu vois, vraiment, moi, c'est pas une vie qui te faisait rêver. C'était notre vision. Qui a bien changé aujourd'hui, évidemment, mais voilà, on était comme ça. Donc, tu as Pablo à 32 ans. Et alors, voilà, à 32 ans, on a eu Pablo. Après, quand même, quasiment 1 an d'essai. D'accord. Mais on n'a pas eu recours à une PMA pour autant, si tu veux. C'était trop long à mon goût, mais on a fini par y arriver naturellement. Et à ce moment-là, je commence à bosser en télé, enfin j'étais déjà en télé, mais je commence à être directrice de casting. Par une concordance de rencontres, d'opportunités, on cherche quelqu'un un peu dans ta vibe là pour une nouvelle émission de bouffe là sur M6. Tu vas voir, c'est un petit truc, ça va être super, je pense que tu vas être vachement bien. Bon, et puis c'était Top Chef. Voilà. Donc du coup, je me suis retrouvée directrice du casting de Top Chef alors que j'avais jamais fait de casting. Mais c'est vrai que ça me correspondait plutôt bien et j'ai adoré rencontrer ces jeunes chefs, m'infiltrer dans les cuisines des grands restaurants, rencontrer aussi les grands chefs, parce qu'on allait à la fois caster le jury et les candidats. Et j'ai gagné un peu mes galons de directrice de casting avec ce premier gros test. Et après, du coup, j'ai été embauchée à ce poste-là pour d'autres émissions de télé. Et c'est vrai que
c'est un poste qui m'allait hyper bien parce que j'étais hyper alignée avec ce nouveau métier. Ouais, ça te plaisait. Et donc, tu commences chez M6, tu passes ensuite chez TF1. Voilà. En fait, la bascule chez TF1, elle s'est faite vraiment à mon retour de congé mat pour Thelma, donc 2 ans après. Thelma arrive combien de temps après Pablo ? 2 ans après. 2 ans, ok. 22 mois après, très exactement. Ok, un écart très précis. Oui, c'est-à-dire que c'est les 2 enfants en 2 ans. Et c'est ça, c'est les fameux, oui, voilà, le bon tunnel, hein, voilà. Mais au moins c'est fait. Voilà. Et donc là, TF1, tu continues ce rôle de directrice de casting. Tu casses notamment le Bachelor, cette émission évidemment tellement épique. Ah ouais. Ah bah le Bachelor, je l'ai casté enceinte, le premier d'ailleurs. Et retour de congé mat, il y a eu une deuxième saison et là j'étais en postpartum. Ouais. Mais du coup, je castais les plus beaux mecs de Paris, c'était pas mal, ça m'a changé des idées. Ça, exactement. Voilà. C'est une belle perspective. Je me suis toujours dit que ça devait pas être simple de trouver un mec célibataire, plutôt smart, plutôt beau gosse, plutôt aisé, qui veuille bien quand même faire le Bachelor. C'est pas... Surtout, tu oublies la condition principale pour être un bachelor, c'est être séducteur et être joueur. Effectivement. Et avoir l'œil qui frise. Ouais. Parce qu'en fait, des beaux mecs riches qui ont envie de se maquer et éventuellement de faire de la télé, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Le plus difficile, c'est le mec qui va faire l'unanimité et être joueur. C'est ça. Et se prêter à toutes ces séquences. Le genre idéal, mais pas chiant, avec le twist bien quand sûr, même. Ouais. Bien sûr. C'est pas mal quand même comme job de directrice de casting. Ah, c'était super. Ah, franchement. Ah, j'ai adoré. Bon, mais Clem, pourquoi t'es partie ? J'ai adoré. J'étais, oh là là, faut encore que j'ai encore un rendez-vous ce soir. Alors, il vient d'où ? Parce qu'évidemment, je dis Paris, mais en fait, il venait de la France entière, voire même de l'étranger. Parce que j'ai quand même eu un bachelor, finalement, espagnol et un autre italien. Donc, ouais. D'accord. Les latins. Des latins. Ah, le latin. On a quand même rarement fait mieux pour, on est rarement déçus. Pour toutes les qualités qu'on vient d'énumérer. Complètement. Ouais. Et donc, tu viens pourtant de signer un CDI quand l'idée de Bliss, alors il faut que tu nous remettes la chronologie, mais je crois que tu as à peine 40 ans. C'est l'année de mes 40 ans. C'est l'année de tes 40 ans. Donc en fait, ans. Le Bachelor, donc c'est le début de mes années de casting chez TF1 Productions. Et là, je vais y rester 7 ans. À enchaîner les émissions pour la chaîne, pour le groupe TF1. J'ai adoré, franchement, ces années-là. C'était génial parce qu'en fait, j'étais la directrice de casting de toutes les émissions. Wow. Donc, j'avais en fait comme ma petite boîte dans la grosse boîte, tu vois. Donc, je gérais mon budget, mes équipes. T'étais hyper autonome. J'étais hyper autonome. Et d'ailleurs, je pense que ça m'a aussi donné des clés pour plus tard gérer ma boîte. Et donc, effectivement, au bout de 7 ans, même si je kiffais ce que je faisais, j'ai eu une petite lumière qui s'est allumée de est-ce que tu ferais pas un truc un peu pour toi, pour te rendre utile, pour donner un sens différent en fait à ta vie professionnelle. Et il se trouve que c'était l'année de mes 40 ans, comme par hasard. et donc, voilà, j'ai cherché quoi faire. Ce que je raconte souvent dans l'histoire de la création de Bliss, mais qui est l'histoire, qui est la vérité, donc je vais te la raconter encore aujourd'hui, c'est que donc, je commençais à écouter des podcasts dans ma voiture en allant au boulot, sur le périph' qui était quand même souvent embouteillé. Tu te souviens de ce que tu écoutais ? Parce qu'on était au début, on était aux prémices du podcast. 2017, c'est les prémices du podcast en France. Aux États-Unis, en Angleterre, déjà, dans tout... surtout aux US, ça cartonne déjà. En France, il y a La Poudre de Lorraine Bastide, que je binge. Vraiment, je loupe pas un épisode. J'écoute beaucoup de podcasts américains sur l'entrepreneuriat, sur la maternité. Et en France, j'écoute essentiellement La Poudre, Slate, beaucoup de transferts. Oui, c'est vrai, ouais. Et j'écoute aussi beaucoup de radio, c'est-à-dire de replay d'émissions de radio. Genre Les Pieds sur Terre, notamment, qui est un programme de France Culture culte que j'adorais aussi, que j'adore toujours. Et voilà, et donc en fait, je me suis mise à écouter des podcasts dans ma voiture pour faire de ce temps perdu, de l'embouteillage, un temps gagné. Parce que c'est ça la magie du podcast, c'est qu'en fait, tu fais autre chose, mais en même temps, tu nourris ton esprit. Et sans écran, en plus. Et sans écran.
Et donc, j'arrivais même parfois à faire le tour du pâté de maison une fois que j'étais arrivée pour finir l'épisode, tu vois, que j'avais commencé. Et je me suis dit quand même, ce format podcast, c'est assez merveilleux. Et moi qui suis une femme d'image et de télé, ou de cinéma, télé et tout, donc de tous les artifices qui passent par l'image, je trouvais que revenir à la pureté de la voix, du son, et justement de ne pas s'encombrer de l'image, c'était assez libérateur, tranquillisant, apaisant. Enfin, ça ramenait autre chose. Et puis, émotionnellement, je trouvais ça très fort. Et moi, l'émotion, c'est mon truc. Et donc, j'ai réfléchi à éventuellement quel sujet pourrait m'intéresser. La maternité, ça a toujours été central dans ma vie. Et c'est vrai que c'était l'année où une de mes sœurs est tombée enceinte. Et où j'étais au plus près de cette jeune femme de 27 ou 28 ans, elle avait, qui vivait sa première grossesse. Et donc moi, en tant que grande sœur, j'étais au taquet, évidemment, puisque j'étais la grande sœur qui avait déjà eu 2 enfants. Bien sûr. Donc j'étais sa ressource d'information principale. Et comme on est très proches, elle ne s'en privait pas de me poser des questions. Elle te posait plein de questions. Ah oui, bien sûr. Et je me suis rendu compte que l'information était quand même assez limitée, comme elle l'avait été pour moi d'ailleurs, quelques années auparavant. Et donc voilà, j'ai mis tout ça bout à bout, sa désinformation, ma désinformation, la façon dont notre mère aussi nous avait transmis ou pas, les bonnes infos, ce média podcast que je commençais vraiment à bien kiffer. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast sur la maternité. Mais immédiatement, la deuxième phrase que je me dis, c'est « ça existe forcément déjà ». Donc, me voilà à googler podcast maternité, podcast grossesse sur Internet. Et puis, en fait, il y avait rien. No Woman's Land. Il n'y avait rien. Exactement. No Woman's Land. Donc, je me suis dit, OK, allons-y, ça va être ça, mon side project. Side project. Side project, effectivement. Side. Bien sûr. Parce que pas question de lâcher ton job que par ailleurs tu adorais. Pas question. Tu venais de signer quand même ce fameux CDI. De signer mon CDI. Et je me suis dit, je vais faire ça le soir et le week-end. Tu vois, et au moins, je vais me sentir utile, je vais donner la parole à des femmes qui vont se passer les infos entre elles. Et puis, ça aidera mes sœurs, ça aidera ma fille, ça aidera mes cousines, mes amis, et puis peut-être une poignée d'autres. On verra. Au début, tu fais ça avec les moyens du bord ou tu vas directement sur mon canapé, qui est un peu comme ça, comme le tien. Donc, tu vois, j'étais comme ça le soir, sur mon ordi. Parce que tu n'étais que audio et avec au début cousine, copine, et après, tu es allée sur des personnalités un peu plus visibles. Mais... Oui, en fait, l'idée dès le départ, c'était de faire avec les moyens du bord. Parce que je ne pouvais pas me payer le luxe de quitter TF1 et de dire « Salut les gars, j'ai une nouvelle idée révolutionnaire. » Tu vois, pas du tout. Et puis, voilà, on avait besoin de nos 2 salaires à la maison. Enfin, tu vois. Bien sûr. Donc, je me suis dit, je sais tourner, je sais monter. Je sais interviewer, interviewer, en tout cas, j'ai interviewé toute la journée des témoins pour les émissions de télé. Donc, je vais faire ça, je sais faire. Donc, je me suis acheté un micro. Je me suis formée à un logiciel de montage audio, puisque je savais faire de la vidéo, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, voilà, mais c'était pas tout à fait la même chose. C'était quoi, Audacity, GarageBand C'était GarageBand. GarageBand, ouais. Non, mais ce bon vieux GarageBand que tout le monde a sur son Mac, bien sûr. Mais qui marche très bien. Bien sûr. Et donc, voilà, je me suis mise à interviewer des femmes. Donc, j'allais chez elles. Après ma journée de boulot chez TF1, ding dong, j'allais chez elles et je passais 2 heures dans leur salon. Mais comme on est là, tu vois, avec un seul micro pourri au milieu. Donc, le son, je ne te raconte pas les premiers épisodes, le son, quand je le réécoute, mais ça fait mal aux oreilles. Saigner les oreilles. Et puis, dès le départ, j'ai alterné des femmes de mon entourage. Donc, il y avait ma cousine, la marraine de mon fils, qui étaient les 2 premiers épisodes. Et puis après, j'ai envoyé des mails aux influenceuses que tu suivais, je connaissais sur Insta. Que je connaissais pas, que je suivais. Tu suivais. Et donc, j'aimais bien la façon qu'elles avaient de parler de maternité. Et surtout, j'avais envie de gratter le filtre d'Instagram. Parce que je me disais, non mais, ok, alors leur feed Insta est genre sublime.
Elles sont parfaites, elles sont là avec leur bébé magnifique, les petites tenues, le canapé en lin, il n'y a pas de tache, il n'y a rien, l'intérieur est parfait. Mais qu'y a-t-il On sait que derrière, pour ces l'avoir photos vécu en plus, Instagram, bien sûr. On sait que c'est pas la vraie vie. Bien sûr. Donc, j'avais envie qu'elle me livre aussi ce qu'il y avait derrière ces photos-là. À l'époque, c'était donc il y a 8 ans, il n'y avait pas encore toutes les stories, les reels et tout. Ouais, c'est vrai, il n'y avait pas ces formats-là. Surtout photos Instagram. Donc la vitrine un peu, bien quelque sûr. part. Et on était encore dans une maternité très performative, Absolument. idéalisée. On n'était pas du tout dans le body positive, dans la real life, pas du tout. Les femmes ne parlaient pas de leur corps, ne parlaient pas de leur dépression du postpartum, ne parlaient pas de leur lait, de leur sein qui s'engorge, ne parlaient vraiment. Il faut se remettre. On a l'impression que c'était il y a c'était un autre siècle. Ouais. Mais c'était il y a 8 ans. Oui, bien sûr. C'est rien. C'est rien du tout. Et le chemin parcouru est monumental. Donc, effectivement, il y a 8 ans, Instagram n'était qu'un magnifique catalogue de photos filtrées. Et les femmes ne parlaient pas de leur vraie vie. Donc, j'ai été les voir et je pense que j'ai gagné leur confiance en leur laissant comme ça cet espace de parole libre, sans jugement, sans tabou. Je leur ai offert une écoute attentive et engagée, parce que si j'allais les voir, c'était vraiment parce que leur histoire m'intéressait. Et j'ai commencé à diffuser les épisodes en avril 2018. Et là, très vite, ça a été l'explosion d'audience. Tout de suite, ça a pris. Ça va faire 8 ans le mois prochain. Oui. Tu as dit un mot hyper important, tu as dit l'écoute, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé ces dernières années, et à juste titre, de la libération de la parole, mais il y a aussi cette libération de l'écoute. Parce que parfois, les femmes ont parlé, on n'a pas su aussi les écouter. Donc, c'est hyper important, cette oreille attentive que tu as tendue sur un temps long. Moi, ce que j'aime bien aussi sur le podcast, c'est que ça offre quand même le temps long. Et puis, l'intimité aussi qui se crée dans une conversation. Plus de 320 épisodes plus tard, Bliss, évidemment, du side project, parce que, long story short, mais tu as fini par quitter TF1. Alors, au bout de combien de temps, au moment où tu as commencé à te dire je peux le monétiser, mais combien de temps entre le lancement du premier épisode en avril 2018 et le moment où je quitte TF1 en juillet 2019, donc 1 an et demi après. Ouais, donc ça a quand même pris vite, ça a été rapide. Ça n'a pas été trop compliqué de jongler entre l'ascension de Bliss, où il y a tout de suite eu beaucoup d'écoute, ton job en même temps, les enfants en bas âge. Il y a eu un an compliqué. L'année 2018-2019, là, l'année où j'ai fait les deux, c'était ingérable. Mais bon, je l'ai fait, mais rétrospectivement, c'était chaud. C'est beaucoup. C'était chaud. Le père de mes enfants m'aidait beaucoup en termes de logistique, de vie, de t'inquiète, je garde les enfants, va faire ton interview. Il m'a vraiment permis aussi de prendre tout d'un coup un temps pour ce projet qui n'existait pas dans notre vie de famille, tu vois, et il a fallu faire cette place-là. Bien sûr. Le père de mes enfants m'a vraiment laissé prendre cette place pour mon nouveau projet. Il voyait bien que de toute façon, t'allais pas lâcher. J'allais pas lâcher et qu'il fallait me laisser cette place-là. Non, mais c'est important, je trouve, et je le dis souvent d'ailleurs aux femmes qui veulent se lancer et entreprendre une nouvelle activité alors qu'elles font déjà autre chose et qu'elles ont des enfants et que ça paraît impossible à caser. Mais en fait, tu crées de la place. Tu crées de l'espace. Mais bien sûr. En fait, la place, elle se crée pour n'importe quoi d'ailleurs, pour un voyage ou un projet, ou même si tu es malade et que tu dois t'arrêter, tu crées de la place pour de la convalescence, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc en fait, ça c'est des choix et des fausses croyances. Voilà, c'est juste une question de priorisation et d'organisation. Donc c'est sûr que quand tu es deux parents à la maison, en tout cas qui peuvent jongler avec un emploi du temps perso et pro, c'est plus simple. Quand tu es maman solo, c'est encore d'autres problématiques. En tout cas, moi, j'ai pu faire cet aménagement d'agenda. Et au bout d'1 an et demi, j'ai fondé du coup ma société Bliss Studio. J'ai quitté TF1 et je me suis lancée. J'ai fait le grand saut qui était vraiment... T'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat en tant que tel, même si... à la base, c'est venu du podcast, mais tu te dis à ce moment-là, je suis en train de lancer mon entreprise, en fait. Oui, mais pas comme ça. Pas comme ça, ouais. Je me dis, il faut que je monte une structure pour
faire vivre et développer le podcast. ce podcast, ce média, mais jamais je vois dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que je cours un peu après un cheval au galop. Ouais. C'est-à-dire que faut imaginer que Bliss, ça a décollé. Mais que moi, j'arrivais même plus à gérer les mails que je Bien recevais sûr. dans ma boîte mail, la structuration de la régie, parce qu'il a fallu tout d'un coup, évidemment, monétiser le podcast. C'est ça qui m'a permis de faire la bascule financière. Donc, tout d'un coup, je me suis retrouvée dans une régie avec Nouvelles Écoutes qui m'a hébergée pendant quelques années. Et d'ailleurs, c'était formidable parce que moi, je connaissais pas du tout ce métier, si tu veux. Il fallait tout d'un coup que je sois en contact avec des marques pour faire de la publicité au début des épisodes de podcast qui allaient donc me faire des rentrées d'argent et pour me permettre de produire d'autres épisodes. Donc, tout d'un coup, j'étais là, ah oui, d'accord. Donc, en fait, les marques, elles comprennent que j'ai une audience très captive et très engagée, puisque mes auditrices, une fois qu'elles arrivaient dans le podcast, elles y restaient. Oui, donc elles y voient, les marques, ils voyaient leur intérêt. Exactement. Non seulement elles y restaient, mais en plus elles en parlaient à leurs copines. Et donc, ça a fait un effet boule de neige assez rapide, tu vois. Et tu as pu te rémunérer dès la première année aussi, parce qu'il y a payé les marques, mais il y a aussi vivre toi. Oui. Okay. Alors, au début, c'était moindre, évidemment, mais quand même, ça s'est assez rapidement équilibré. Et puis, je me suis associée avec Zoé Villain, qui est toujours mon associée, qui est tout ce que je ne suis pas. Que tu connaissais d'avant ou que tu as rencontré? Non, que j'ai rencontré grâce à Mathieu Stéphanie, Incroyable. à qui je fais une petite dédicace. Mais oui, Mathieu, notre mentor à tous. Mais bien sûr. Tu sais qu'il est passé dans un épisode hors série de Legend Ladies. Ah, c'est vrai. Trop sympa. Mathieu, c'est vrai qu'il a fait partie des gars au démarrage de Bliss qui m'ont dit « Clémentine, tu tiens un truc. » Et je ne sais pas si je n'avais pas eu ce regard aussi bienveillant, aussi soutenant de la part de Mathieu, de la part de Grégory Pouy aussi, que je veux citer, parce que ces 2 hommes podcasteurs qui étaient là avant moi, qui m'ont tous les 2 dit « Franchement, meuf, tu es assise sur un territoire inexploité, inexploré. » Et fonce, quoi. C'est vrai que ça a dû être important, de leur regard à eux. Oui, parce que moi, si tu veux, c'était tout d'un coup, je rencontrais un peu mes pairs, dans tous les sens du terme. Et ils m'ont donné la confiance et l'espèce de niaque pour être sûr que je faisais pas une énorme connerie, tu vois. Bien sûr. Parce qu'ils ont vu mes chiffres, tu vois, on a comparé nos chiffres. Et nos chiffres d'écoute, et ils m'ont dit, là, franchement, faut y aller, madame. Il y a quelque chose, bien sûr. Donc c'est vrai que leur regard m'a aidée à y aller. Et la régie pub a forcément fait rentrer de l'argent. Et après, c'était parti, quoi, tu vois. Et donc, tu as cette associée, Zoé, que tu Zoé, mon associée, qui est tout ce que tu n'es pas. Qui est vraiment le yin de mon yang ou le yang de mon yin, je ne sais pas. En tout cas, on est hyper complémentaires, hyper différentes. On n'est pas amies à la base. Et ça, je pense que ça peut sauver aussi dans certaines associations. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'enjeu affectif. Du tout. On était là sparring pour partner, vraiment, c'est ma sparring partner et on est là pour faire rayonner ce média, l'emmener le plus loin possible. Et on a vraiment une collaboration qui est hyper saine et c'est très agréable. En quelle année elle est arrivée ? Eh bien, en fait, au démarrage, elle est arrivée pour être un peu ma conseillère juridique parce qu'elle est avocate, elle, de formation. Et Mathieu a bien vu que j'étais vraiment nulle en contrat, en machin et tout. Donc, il m'a dit, Clémentine, vraiment, je vais te présenter quelqu'un de génial qui va t'aider, justement, pour débroussailler toute cette partie-là. Et donc, Clémentine, Zoé. Et donc, voilà, au démarrage, c'était une collaboration juridique. Après, elle est devenue un peu mon agent, tu vois, elle m'aidait à faire le tri entre les différentes propositions que j'ai eues. Parce qu'au début, c'est vrai que j'ai eu pas mal de propals de grosses structures qui ont voulu intégrer Bliss à leur gros paquebot, bien sûr. Si tu veux. Et quand tu es toute petite et que tu démarres, c'est assez grisant. Tu te dis, oh là là, il y a machin qui s'intéresse à moi. Ça pourrait être cool, non, de faire partie de ce grand groupe et tout. Et Zoé était là, mais meuf, mais je crois que t'as pas compris en fait. T'as besoin de personne. Et moi j'étais là, ah bon, tu crois ? T'es sûre ? Parce que quand même, c'est gros ça. C'est attractif. Et elle me disait, mais non. Mais ils ont plus besoin que toi que tu n'as besoin d'eux. Exactement. Mais il faut le savoir. C'est cette phrase précisément là qu'elle me dit et qu'elle me répète d'ailleurs encore souvent.
ils ont plus besoin de toi que tu n'as besoin d'eux. Bien sûr. Et ça, j'avoue que justement, tu vois, on parlait de la petite fille que j'étais et qui était plutôt là à s'excuser d'exister. Bah, en fait, ça revient tout au long de ta vie, la petite fille que tu étais. Et dans ces moments-là, tu vois, cette petite fille, il fallait un peu la tirer, lui dire non mais tu as le droit en fait d'exister par toi-même en fait. T'as pas besoin d'être protégée ou de faire partie d'un plus grand que toi. Tu vois, ta valeur ajoutée intrinsèque et puis l'indépendance. Je sais pas si la vous liberté, Laura, la liberté. Ouais, bien sûr. T'as dû faire financer Bliss. Je veux dire, il y a eu des groupes qui sont rentrés. T'as fait des levées de fonds. T'es toujours restée. Je suis indépendante. Tu es indépendante. Toujours en plus, aujourd'hui. l'indépendance, parce que ça change aussi la donne. Ça change tout. Donc, ce side project, tu quittes effectivement TF1 et puis gros coup d'accélérateur. Enfin, au fil des années, il y a eu tellement de produits. Alors, j'appelle ça produits, c'est bien plus que ça, mais dérivés qui sont dans l'ADN de Bliss et qui viennent répondre à différents besoins des femmes. Il y a eu évidemment dans les formats podcast Bliss Hot Stories, Woman Stories, Pop Stories, qui est le petit dernier, je crois. Il y a aussi eu la Bliss Vanity. Il y a eu tous les programmes d'accompagnement, comment tu les appelles, de Bliss Gang. Bliss Gang. Tu as évidemment eu le Bliss Festival, le Bliss Show avec ses tournées incroyables où tu repars bientôt et où tu termineras à l'Olympia. Et puis en fait, c'est des aventures collectives, c'est ça qui est magnifique. Ce que je voudrais savoir, c'est que toute cette croissance, parce que là, on est clairement, tu disais, l'image est très bonne, un cheval au galop derrière lequel je cours. Ça n'a pas dû non plus être simple parce que gérer la croissance, c'est sacrément difficile aussi. Alors, tu t'es entourée, il y a eu Zoé, mais il y a eu d'autres recrutements. Comment tu as géré la croissance de Bliss tout en étant aussi dans ce rôle derrière le micro où, mine de rien, c'est pas toi qui raconte ta vie, c'est pas toi qui parle. Et dans les moments moins faciles, comme c'est le cas dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours simple. Comment tu as vécu cette hyper croissance ? C'est un équilibre très difficile à trouver et vraiment j'ai l'impression de marcher sur un fil depuis 7-8 ans. Comment t'expliquer ? Je pense que ce qui m'a sauvée et qui me sauve encore une fois, c'est d'y aller à mon rythme, de ne pas forcément avoir une vision ou une ambition. Je suis ambitieuse, c'est pas le problème, mais d'avoir une ambition trop arrêtée. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai lancé Bliss en même temps que le compte Instagram et je suis très connectée à ma communauté et à mes auditrices. Et donc, j'essaye de sentir l'air du temps. Et c'est cet air du temps qui est si compliqué à capter pour tous les médias existants. Cinéma, télé, plateforme, radio. C'est le Graal, l'air du temps, d'être dans l'air du temps. Et pour être dans l'air du temps, selon moi, il faut se laisser la possibilité de changer d'avis, de revoir un concept que tu pensais comme ça et qu'en fait, il faut le faire comme ça. D'improviser un format presque du jour au lendemain parce que c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Et ça, c'est de l'air du temps associé à de l'agilité et donc à une équipe très flexible. Je pense que je me suis servie du fait que je découvrais un peu le métier en le faisant. En marchant, quoi. En marchant, tu vois. Et je dis souvent cette phrase, mais elle est tellement vraie. Je dis souvent que je n'ai pas appris à faire, j'ai fait et ensuite j'ai appris. J'ai vraiment appris en faisant. Mais oui, et je pense que j'ai un cerveau extrêmement créatif. Donc ça, c'est... ma créativité, elle a pu tout d'un coup exploser et s'exprimer. Et je me suis entourée de gens qui pouvaient mettre en images ou en chiffres ou en structurer cette créativité. Aujourd'hui, Bliss, c'est une équipe de presque 20 personnes. Nous n'avons pas de bureau. Tout le monde est en remote dans la France entière et même à l'étranger. Et vous retrouvez parfois? On se retrouve, mais si tu veux, ça participe aussi à la confiance que moi, maintenant, je fais à mon équipe, à la flexibilité de chacune, à la répartition aussi du temps entre vie pro et vie perso. Donc voilà, Bliss s'est construite comme ça, au fur et à mesure, avec une salariée, une deuxième, une troisième, une quatrième. Aujourd'hui, je te dis, elles sont presque 20 avec des alternantes. Il y a des responsables de pôle, puisque comme tu le disais, il y a maintenant tout un écosystème Bliss
Donc aujourd'hui, Bliss Studio est divisé en 3 pôles. Il y a Ouais. la partie studio, contenu média avec les 3 podcasts, Bliss Stories, Hot Stories et Women's Stories. Il y a la partie live, événement live, donc avec le Bliss Show et le Bliss Festival. Et la partie e-commerce, avec tous les produits qu'on propose, comme le Bliss Vanity, le Bliss Bump, le Bliss Gang, les produits Sunbox, Winterbox, tout le merch qu'il y a aussi autour du show. Et ces 3 pôles sont source de revenus. Voilà. La source principale étant encore aujourd'hui le podcast, évidemment, bien sûr, avec les partenariats. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que en fait, tu as abordé tout ça avec une forme, dans le sens positif du terme, de naïveté. Un peu, oui. C'est-à-dire que tu y allais beaucoup, j'ai l'impression, au feeling, en gardant ta fibre créative, mais sans te fixer une vision figée, comme tu disais, ambitieuse et figée, vers laquelle il fallait absolument aller, quoi. Ce qui t'a permis de rester ouverte à l'air du temps. Oui, et puis quand même, faut le dire, beaucoup de travail. T'as raison de le rappeler. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la naïveté dans le sens où, comme j'ai pas toujours confiance en moi et que j'ai quand même le syndrome de l'imposteur qui revient régulièrement, je me suis jamais dit « Ok, c'est ça qu'il faut faire, c'est sûr, c'est génial, ça va cartonner. » Mais par ailleurs, moi, j'étais convaincue quand même qu'il y avait un truc à faire sur ce secteur-là, sur la maternité, sur la sexualité, sur les histoires de vie inspirantes féminines, sur proposer une nouvelle façon de vivre un spectacle en live avec des femmes sur scène, sur proposer un festival qui réunirait toute la communauté Bliss et qui proposerait aussi du shopping, de marques qu'on kiffe. Donc tout ça, en fait, c'est des convictions très personnelles qui répondent à, en fait, des besoins aussi universels, en tout cas plus larges que moi. Bien sûr. Et ça, c'est à force de beaucoup travailler chaque concept qu'on a réussi à les transformer en succès. Bien sûr. Mais c'est des heures et des heures de travail. Que des nanas? Que des nanas. Il y a un mec dans l'équipe. Non, deux. Et on est ravis qu'il soit là d'ailleurs. Ça s'est fait comme ça bien sûr. Au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que j'ai des femmes dans mon équipe qui sont tellement habitées par la mission Bliss, en plus d'être des professionnelles extrêmement talentueuses et des collaboratrices avec qui c'est un bonheur de travailler au quotidien. C'est des femmes de conviction et qui ont la petite flamme Bliss qui coule, qui brûle dans leur ventre et qui coule dans leurs veines. Et c'est vrai que cette part de mission qui est intrinsèque à notre structure, elle est, mine de rien, elle nous donne pas mal de carburant quand on est un peu fatigué et qu'il y a des périodes denses. On sait pourquoi on est là. Tu vois, on sait pourquoi on fait tout ça, on sait pourquoi... oui, il y a du sens derrière. On donne toutes ces heures de travail. Après, voilà, c'est vrai que c'est la beauté et le charme de cette boîte. Le plus challengeant dans ces années-là, qu'est-ce que ça a été? Est-ce que c'est la partie RH? Est-ce que c'est ce fameux équilibre finalement à conserver? Est-ce que c'est dire non? Est-ce que c'est garder confiance même quand tu as ce syndrome de l'imposteur qui vient toquer? Qu'est-ce qui est le plus challenging? Je trouve que ce qui est le plus challengeant, mais vraiment je parle pour moi, c'est d'être à la fois incarnante et donc cette figure d'oreille attentive, de grande sœur, je sais pas, une espèce de personne comme ça, un peu neutre, qui est prête à absorber toutes les histoires de toutes ces femmes, et je le fais avec toujours autant de plaisir, mais d'être cette femme-là et d'être en même temps la chef d'entreprise, qui fait des réunions, qui prend des décisions, qui doit recadrer parfois, qui doit dire quand ça va pas et quand ça va bien aussi. Mais si tu veux, être aussi carrée avec ma casquette de chef d'entreprise et être aussi cool, bien sûr, et accueillante. En réception, avoir cette figure de réception, passer de l'une à l'autre de mes personnalités, qui est la même au fond, parce que je pense que tu pourrais demander à toutes mes collaboratrices, elles te diraient que je suis la même. Oui, j'allais dire quel genre de dirigeante, entre guillemets, quel genre de boss t'es, même si j'entends que la structure, elle est pas verticalisée, mais... Elle te dirait, je pense, que je suis sensiblement la même. Oui,
Mais forcément que parfois, quand tu es chef d'entreprise, il y a des moments un peu moins marrants, il y a des moments où il faut prendre des décisions, cadrer des projets. Donc voilà. La posture change, Oui, doit changer. bien sûr. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que j'ai embauché une directrice générale. Ouais. Emmanuelle, si tu m'écoutes. Tu l'as embauchée en quelle année, Merci Emmanuelle? d'être là. Elle est arrivée il y a 2 ans, Emma. Et non, mais deux ans et demi. Et ça, c'est vrai que le recrutement d'une DG, je connaissais pas exactement en quoi ça allait changer ma vie. Je savais pas en quoi ça allait exactement changer ma vie. Parce que j'avais jamais embauché de directrice générale auparavant. Mais c'est vrai que ça change tout. Bah oui. Voilà. Donc, ouais, donc il y a cet écart entre effectivement la Clémentine qui écoute, qui reçoit tous ces témoignages, qui est la personnalité incarnante, et l'entrepreneur qui dirige une entreprise de 20 personnes et qui doit faire des choix et avoir certaines postures. Et il y a aussi, moi je trouve ça marquant, notamment quand j'ai écouté tes épisodes, le 100, 200 et puis ta maman 300, en fait, la femme, c'est-à-dire qu'au milieu de ces années, tu as aussi vécu, tu t'es séparée du papa de tes enfants. Oui. T'as aussi, tu en as parlé, je crois que c'est dans l'épisode 200 justement, tu as vécu une IVG. 2, 2 ah oui. Une à 18 et une à 40. Ouais. Et en plus, et je trouve ça pas évident d'être l'incarnation et en même temps, tu es traversée par ces événements de la vie de femme. Et chaque semaine, en fait, évidemment, c'est pas le lieu pendant les épisodes où ça se perçoit, mais quand même, ça vit en toi. Et j'ai trouvé ça très touchant. Je l'ai pas vu à l'image, mais je l'ai écouté. L'épisode de lundi avec Camille, il y a ce moment tellement touchant où tu lui demandes comment est-ce que tu as vécu cette IVG, et elle te dit mais je l'ai pas vécu, je la vis. Et on sent que tu es traversée par l'émotion. Elle m'a cueillie. Ouais, là, oui, j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Oui, le sujet de l'IVG est un sujet très sensible pour moi et à la fois très important. Oui, bien sûr. Dont je ne me lasserai jamais de défendre le droit. Et vraiment, si j'ai eu la possibilité d'accéder à ces 2 IVG, c'est aussi pour ça que je suis la femme que je suis aujourd'hui, si tu veux. Oui, bien sûr, ma vie de femme, elle m'a façonnée, ma vie de mère aussi, et c'est pour ça que je fais aujourd'hui ce métier avec toujours autant de passion, je pense. Et je pense que ce qu'on vit, les épreuves qu'on vit en tant que femme, en tant que mère, faut pas les... évidemment, je vais pas te dire le contraire. Faut pas les Les silencier. Silencier, ouais, les silencier. Les silencier. Oui, on va dire que c'est dit. Et au contraire, d'en parler, ça fait tellement de bien. Même, tu vois, quand je m'effondre en larmes devant Camille, même si je l'avais pas prévu, ce torrent de larmes. Mais en fait, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien de pleurer ensemble, ça fait du bien de me souvenir régulièrement que j'ai vécu ça, que c'était pas marrant, que peut-être que ce sera un regret éternel, peut-être que voilà, mais on ne saura jamais si c'était la bonne ou la mauvaise décision. Bien et puis sûr. voilà, c'est comme ça. Bien sûr. C'était forcément la bonne décision puisque je l'ai prise à ce moment-là, évidemment. Donc bon, mais je suis pas contre moi se laisser traverser par l'émotion évidemment et Bliss est connue aujourd'hui pour ça et j'en suis très fière parce que c'est un endroit où on peut déposer tout ça justement sans jugement, en se sentant libre de chialer, de déverser des torrents d'années de psychanalyse qu'on aurait peut-être mises de côté. Je sais pas. Tout à l'heure, tu as dit mon truc à moi, c'est l'émotion. Oui, mon truc à moi, c'est l'émotion. Et je pense qu'on a trop mis de côté nos émotions pendant trop d'années et que même encore aujourd'hui, quand on est là à être entrepreneuse, à montrer qu'on est des femmes fortes, puissantes et tout, c'est formidable. On est tout ça. Mais on est aussi des êtres de chair, de sang et d'émotions. Et il y a des émotions très positives, il y a des émotions plus tristes, plus négatives. Et les deux font que voilà, qu'on est des êtres humains avec qui c'est chouette d'échanger, tu vois. Et s'il n'y a pas d'émotion, quelle tristesse. Bien sûr, c'est ce qui nous relie. Moi, les gens pas émotionnels, ça m'ennuie à mourir. Bien sûr. Et voilà, alors en l'occurrence, pardon, je te coupe, mais
ça me fait penser que dans la vie, justement, d'entrepreneuse, la casquette d'entrepreneuse, pour le coup, c'est compliqué d'avoir des émotions à ces postes-là. Pourquoi tu veux dire? Parce que tu es toujours parce que c'est compliqué, je trouve, dans le management d'une équipe ou dans les liens que tu peux tisser avec ton équipe, les cadrages de certains projets et tout ça. C'est difficile justement de cloisonner entre ce qui doit être fait et tes émotions. Tu vois, tout se mélange un peu. Et moi, je suis un être d'émotion, donc bien sûr. Je m'efforce. Et ça, c'est vraiment un gros travail que je fais sur moi-même, de ne pas être trop poreuse, tu vois, entre mes émotions et tout ce qui doit être fait au sein d'une équipe. Et dans ta maternité, c'est un lieu d'émotion pour toi? T'arrives à le... pour qui ça ne l'est pas? Bien sûr. Bien sûr. Et puis, je vais te dire que mes enfants, quand j'ai lancé Bliss, ils avaient 5 et 7 ans. Aujourd'hui, ils ont 14 et 12. Les ados. Donc, c'est vraiment des ados. Et c'est absolument fabuleux de les voir grandir dans ce bain de libération de la parole, de discussion sans filtre, de conversation sur des sujets importants, féministes, intimes, sociétaux. Là, il commence à être un âge, surtout mon fils qui est en 3e, tu vois, donc il commence un peu à s'intéresser à la politique, aux sujets de société et tout. C'est passionnant. Et je vois que tout ce que j'ai construit là depuis 8 ans, je le vois éclore maintenant chez mes enfants. Je vois que ma fille, tu vois, commence à être ado et je me dis, c'est cool, quoi. Tout ce travail-là, il va être absorbé, digéré et retransmis après par cette génération-là. Et ils vont l'interpréter évidemment à leur manière et dans leur époque. C'est magie, ça. Sur quel sujet, à ton avis, la parole s'est pas encore complètement libérée? Est-ce qu'il y a des sujets qui restent encore un peu... Les violences faites aux enfants? L'inceste, les c'est violences un faites aux sujet enfants. actuel, là, qui a toujours été actuel, hein, mais c'est-à-dire qu'on en parle enfin aujourd'hui sur les violences de ces animateurs, encadrants, périscolaires, professeurs. C'est atroce, moi ça me rend ouf. Et pour l'avoir vécu dans ma vie perso, avec mes enfants un peu de loin, c'est un sujet qui vraiment peut me faire monter, me faire vriller. Donc je suis très contente que ça commence un peu à émerger et qu'enfin on se rende compte que toutes les personnes qui sont autour de nos enfants ne sont pas forcément bienveillantes et que c'est à nous, parents, d'être hyper vigilants, quitte à être en hyper-vigilance. Mais en fait, c'est pas grave, puisque donc, ces personnes-là ne sont pas fiables. Et que c'est dans tous les milieux. Et que c'est dans tous les milieux, comme les violences faites aux femmes. Bien sûr. Les violences ne connaissent pas les différents milieux, de classe sociale. C'est partout, tout le temps, de tout temps. C'est juste qu'aujourd'hui, enfin, on en parle plus. Donc, moi, c'est vrai que dès que je peux mettre ces sujets en avant, que ce soit les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants, je le fais. Évidemment, à commencer auprès de tes propres enfants. Est-ce que toi, tes parents t'en parlaient? Parce que tu vois, moi, je me suis posé la question pour mes enfants, même s'ils sont encore petits. Moi, je sais que ma mère, parfois, m'envoyait en week-end chez des amis et on rendait l'appareil, etc., à la campagne. Moi, aujourd'hui, je pense que ne sachant pas qui... à part la maman, il peut y avoir un papa, un oncle, tu vas pas leur dire oui, mais sans votre mari ou sans votre... en fait, moi, ça me paraîtrait aberrant d'envoyer mon fils ou ma fille en week-end chez un de ses copains. Mes parents l'ont fait pour moi. Dieu merci, j'ai jamais rien eu. Mais est-ce que toi, tes parents... en tout cas, de les envoyer dans un endroit dont tu ne connais pas forcément les encadrants, peut-être. Après, je pense qu'il faut pas... Comment tu tombes Faut pas diaboliser, tu vois. Que... moi, j'ai envoyé mes enfants en colo. Ils y vont encore. Ils vont chez des potes en vacances. Mais je pense qu'il faut pas interdire. Il faut éduquer. Il faut parler à nos enfants. Et il faut que eux aient les outils pour réagir en cas de comportement inapproprié. Bien sûr. Il faut que eux puissent décoder, tu vois.
Ce qui est normal sans ou les pas garder normal, sous évidemment. cloche. On Parce va se que clos. c'est pas le but, tu vois. On va pas tout d'un coup garder Évidemment. nos enfants enfermés dans leur chambre. Mais de les équiper, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Et alors, moi, mes parents m'ont pas vraiment équipée, à part, quand même, je dois dire, mais bon, ça va peut-être être un peu long comme anecdote. Non, vas-y. Donc, à mon époque, mes parents étaient beaucoup moins vigilants, évidemment, là-dessus. Mais quand même, je dois te raconter une petite anecdote. Ils m'ont montré une année, je devais avoir 10 ans, une émission de télé, une caméra cachée qui avait été organisée à la sortie des écoles parisiennes, où des inconnus venaient chercher des enfants à l'école et leur disaient ne t'inquiète pas, c'est tes parents qui m'envoient, donc viens avec moi, on va aller goûter et puis après on ira retrouver tes parents. C'était pour tester et voir si les enfants partaient avec un inconnu à la sortie de l'école. Donc évidemment, c'était des complices. Et les parents étaient dans un bus à côté et voyaient leur môme qui était filmé et qui partait avec l'inconnu ou pas. Spoiler, 100% des enfants partaient avec l'inconnu. C'est pas vrai. Et les parents, dans le van garé à 10 mètres de la sortie de l'école, étaient là. Mais c'est pas possible. Donc c'était dans les années quoi, 80, 90 90, 100% je dirais. des enfants. Fin 80, début 90. 100% des gamins partaient avec quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu. La confiance. La confiance. Et donc mes parents m'ont montré ce programme. Et d'ailleurs, je me dis que ça serait un bon truc à refaire encore aujourd'hui. Ouais. Mais ils m'ont montré ça et ils m'ont dit regarde à quel point n'importe qui part avec, enfin les enfants partent avec n'importe qui. Et ça, par exemple, faut pas faire. Donc tu ne parles pas aux inconnus dans la rue. Voilà. Est-ce que tu as bien compris? Et figure-toi que quelques semaines après, j'ai été abordée avec mon frère par un inconnu dans la rue qui voulait m'emmener faire des photos dans un hall d'immeuble. Ok. Vraiment le truc, en plus dans un passage creepy, hyper creepy, hyper sombre, dans un hall d'immeuble, mais sordide. Et j'étais avec mon frère et on était là genre, non. Red flag. Et j'ai retenu mon frère qui était là genre, ah ouais, cool, on va faire des photos. Là où va la lumière, quoi. Tu suis la lumière. Ouais. Je l'ai retenu et j'étais là genre, non, on va rentrer. Non, vraiment, on va rentrer. Et j'ai dit non. Et on a fini par rentrer. Il a fini par nous laisser partir au bout de longtemps de négociations. Et je suis arrivée chez moi et j'ai dit à maman, on a été abordés par un inconnu et tout. Heureusement que tu avais vu quand même la vidéo avant. Ouais. Je pense que ça avait allumé un petit voyant rouge. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que faut sensibiliser, faut informer. Il faut absolument équiper nos enfants et leur dire que tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil, loin de là. Et que, l'intimité et leur intimité, ça, il y a plein de bouquins aussi, notamment le travail de Maïwan qui a beaucoup œuvré pour ça. Aujourd'hui, il y a plein de ressources qui existent pour nos enfants. Il y a plein de bouquins, notamment, je pense au travail de Maïlan Chapiron qui a fait des petits livres pour enfants qui parlent d'intimité et justement et des dangers du loup. Qui sont formidables. Mais en plus de ça, il faut, je pense, leur bourrer le crâne, et quitte à être un peu redondante. Ouais, un peu relou. Un peu relou, un peu la mère relou, mais je m'en fous en fait. Mieux vaut plus d'informations qu'un manque d'informations. Quel rapport t'entretiens au temps qui passe, à l'âge t'as passé le cap des 45, comment t'abordes ce rapport, toi qui croises autant de femmes, qui est une femme active, dynamique, pleine de vie, comment tu vis ça, toi, personnellement? Franchement, ça me fait chier de vieillir. Et à la fois, je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. C'est beau. Donc, l'un dans l'autre, je me dis que c'est génial aussi de vieillir. Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, professionnelle et personnelle, est exceptionnellement inattendue et merveilleuse. Et tout ça, c'est aussi parce que j'ai vécu tout le reste que j'en suis là aujourd'hui. Évidemment. Mais j'aimerais figer là. En fait, là, je voudrais arrêter le temps maintenant, si c'était possible. C'est bon signe, ça. Voilà. Après, mais c'est pas possible, pardon. Alors, c'est pas possible. Après, tu vois, j'ai une petite excitation à l'idée de m'occuper de petits-enfants. Ah oui. La grande maternité,
je me dis que pour avoir vu mes parents devenir grands-parents et les avoir vus retrouver le plaisir de s'occuper de tout petit avec mes enfants et les enfants de mes frères et sœurs, je me dis que ça doit être un moment de vie assez extraordinaire quand tu as tant aimé être mère, tu vois. Sans les contraintes éducationnelles et la charge mentale. Ouais, exactement. Donc, et ce nom de grande maternité, je trouve ça assez joli, tu vois, parce que ça élève. Il y a un truc d'élévation de bon, bah voilà, on a atteint un âge où on est une grande mère, tu vois, et où on peut du coup transmettre autre chose à une génération, aux enfants de nos enfants. Bien tu te sûr. rends compte, c'est vertigineux. C'est fou, c'est vertigineux, ouais. Et à la fois, la vie est bien faite, c'est-à-dire que j'aurais jamais tenu ce discours-là il y a 5 ans. Je t'aurais dit, limite, j'ai envie de faire encore le petit 3e, tu vois. Aujourd'hui, j'ai complètement fait le deuil d'un 3e enfant potentiel. Voire même, je me dis parfois, si je tombais enceinte aujourd'hui, ça serait oh là là, non, pas du tout. En fait, j'en suis plus là, tu vois. Et c'est cool, en fait, de se dire ça, de se dire que j'ai passé ce deuil-là, parce que ça a été vraiment un deuil. Il faut du temps, ça a été un deuil. Vraiment. Mais je suis fière d'avoir passé ce cap-là, même si ça n'a pas été facile. Évidemment que tous les récits que j'ai écoutés, dont je me suis nourrie, m'ont aidée aussi à rester dans ce cocon, ce bonheur de la maternité, ses joies et ses peines et tout ce qui traverse ce moment de vie. Et j'aime toujours autant m'y lever et puiser encore tous les récits de ces femmes. Et elles m'ont aidée, en fait. Elles m'ont aidée à passer le cap, clairement. Et aujourd'hui, non, vraiment, aujourd'hui, T'aimerais figer prendre une photo de ce moment. Ouais. Profite. Parce qu'en plus, je me sens en forme, je me sens pleine d'une énergie et d'une vitalité dans mon corps, dans ma tête, que je pense que j'ai jamais eu autant avant. Je pense aussi que tu fais quelque chose qui te porte, qui te nourrit, que tu aimes. Ça doit être Et je pense que ça joue énormément. Je crois que ça joue énormément. Il faudra attendre un tout petit peu pour la grande maternité, je pense, Clem. C'est pas tout de suite. Bien sûr. Oui, mais tu vois, c'est cool d'être en paix avec ça. Oui, je comprends. D'avoir passé un cap. Ouais, oui. Voilà. En tout cas, le côté... là, c'est un entre-deux. La prochaine histoire de maternité sera celle de la grande maternité. C'est clair dans ta tête. Mais là, clairement, c'est l'entre-deux génial. Avec les enfants qui sont grands, autonomes. La vie pro qui va dans tous les sens et qui est tellement enrichissante et géniale à vivre. Et la vie perso avec un nouvel amour dans ma vie et une redécouverte de ce que c'est que le couple, la vie à deux, la possibilité de faire plein de trucs, plein de projets avec un nouvel amour. C'est trop la chance, quoi. Avant de te poser la dernière question, qui est la question signature du podcast, je voulais te remercier. En mon nom, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais tu sais que moi, je suis tombée enceinte de Léo après une FIV en écoutant l'épisode tellement bouleversant de Manon Lem, qui avait perdu très tardivement son bébé à 9 mois. Oui. J'avais Léo qui était dans mon ventre depuis 3 mois et moi je faisais partie de ces femmes qui avaient besoin de tout écouter, même les histoires les plus difficiles, parce que ça me donnait l'impression de me préparer d'une certaine manière, même à l'impensable. Et dans mon 3e trimestre, c'est Amélie qui a eu son bébé tout prématuré. Sa petite Sherazade. Et je me souviens avoir fait des prières pour elle parce qu'on était au même stade de grossesse. Et le jour où ils sont sortis de l'hôpital, et en fait, toutes ces histoires de femmes que j'ai croisées, mais que je ne connais pas, mais comme toutes, tu nous as tellement accompagnées. Je sais qu'on te le dit beaucoup, mais c'est... Voilà, ça, en fait, ça donne vraiment... Ça nous a aidé à reprendre le pouvoir sur plein de choses. Donc vraiment, merci. Merci. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Exactement. Tu sais, Laura. Exactement. Merci, ça me touche vraiment beaucoup. C'est toi qui te mets à pleurer maintenant. Arrête. Moi, quand je vois quelqu'un pleurer, ça me fait pleurer aussi. Tu vois les neurones miroirs. Mais c'est le but. Ces épisodes, ils sont là pour ça. C'est un réservoir, c'est une collection de voix de femmes dans lesquelles on peut piocher des choses qui font écho à notre propre histoire, qui nous nourrissent, peut-être pas tout de suite, mais pour après, on y repense. Qui infuse. On se dit, ah oui, ça s'était passé comme ça. Ah, et puis ça, c'est possible. Et ça existe. C'est pas grave, ça va aller, ça va passer. Exactement. Et c'est le truc d'être ensemble, quoi, de se soutenir. Complètement. Donc, je suis contente que ça t'ait aidé. Qu'est-ce que c'est, Clémentine, pour toi, ta définition de l'ambition ? Comment tu vis ce mot ?
Ah oui, alors ça, par exemple, j'ai pas du tout réfléchi. Mon Dieu, ce mot. Tout à l'heure, tu as dit « je suis ambitieuse, il n'y a pas de souci ». Oui, Comment oui, tu le oui. perçois? Oui, je trouve que c'est un joli mot féminin d'ailleurs. Ouais, une ambition, c'est Une vrai. ambition. Donc, pour moi, l'ambition, c'est croire en ses rêves, mettre tout en œuvre pour y accéder, se donner les moyens, en fait, Bien sûr. avec ce qu'on connaît de nous, c'est-à-dire aller mettre à profit toutes les petites cordes qu'on a à notre arc. Parce que je sais qu'il y a tellement de femmes qui pensent que leur arc est peu fourni, ou qu'elles ne valent pas ci ou ça, ou qu'elles ne pourraient pas, ou que c'est trop grand pour elles, ou que le costume va être trop large. Pourtant, on en a des cordes. Hein. Ouais. Alors qu'on a tellement de cordes, mais on les voit pas forcément. Alors que, tu vois, l'arc, il suffit vraiment de le tendre là et d'oser lâcher. Ouais. Et en général, franchement, ça atteint peut-être pas la cible, peut-être pas le centre de la cible tout de suite, mais ça atteint la cible. Et une fois que tu as ta flèche qui est plantée dedans, franchement, c'est tellement satisfaisant. Ça vaut la peine. Et on a plusieurs flèches d'ailleurs. On a le droit à plusieurs. Et on a plein de flèches aussi. Et on a le droit de tirer à côté. Ouais. C'est pas grave. À un moment, la flèche, elle va toucher dans le centre, dans le mille. Et ce jour-là, il donne toutes ses lettres de noblesse à l'ambition et il te fait justement essayer de transmettre cette ambition que toi, tu as eue sans vraiment en être consciente à d'autres. Et moi, je suis toujours étonnée quand on m'interviewe justement, ou quand on m'interroge sur mon parcours, mon ambition, parce que c'était tellement pas du tout dans ma tête. Réfléchi, prévu. Et, mais finalement, je pense qu'il devait quand même y en avoir quelque part. C'est juste que je la formulais pas comme ça. Et mais il faut la formuler. Heureusement que tu l'as fait. Haut et fort. Que tu y allais, que tu as lancé ces flèches. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Laura, merci beaucoup. À très vite. À bientôt.